passer à l'exposé suivant, qui en fait aurait dû être fait avant, mais c'est pas bien grave. Il s'agit des sauges, et c'est Lise Margot du Margne qui va prendre la parole. Merci. Donc, vous êtes à Chèvreloup. Oui, tout à fait. Voilà. Et si vous voulez bien, vous Hop. pouvez Alors, passer à l'exposé. partager l'écran. Voilà. Est-ce que ça marche? Hop. Oui, c'est bon, on voit ça, très bien. Vous pouvez passer en plein écran, peut-être? Voilà. Oui, très parfait, C'est très bien. Hop. Voilà. C'est bon, tout va bien? Alors, oui, donc je travaille à Chèvreloup. Merci déjà de m'accueillir aujourd'hui pour donc cet exposé sur les sauges. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, un très rapide coup d'œil sur mon lieu de travail. Donc, je ne me plains pas, on est mitoyen en fait au domaine du Trianon, donc à Versailles. Le site est actuellement divisé en 4 secteurs d'activité. Donc, on a un secteur d'accueil du public, 205 hectares d'arboretum donc ouverts à la visite, un secteur technique qui regroupe donc 2 pôles de serre. Le premier qui est consacré à la conservation des végétaux tropicaux ici, et le deuxième, donc mon lieu de travail, qui est consacré donc à la production horticole, puisque nous fleurissons le Jardin des plantes de Paris. Et nous conservons aussi quelques collections végétales. Donc, moi, en particulier, je m'occupe de 3 collections végétales, dont celle des sauges, qui a inspiré donc l'intervention d'aujourd'hui. Alors, il a fallu se restreindre un peu parce que le sujet est assez vaste, mais je vais essayer surtout de vous expliquer des astuces et voilà, des trucs de jardinier pour vous permettre voilà, de mieux comprendre les sauges et j'espère de mieux les cultiver par la suite. Alors, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, les sauges appartiennent au genre Salvia, qui appartient à la famille donc, des Lamiacées, donc la famille de nos plantes aromatiques de potager, pour ceux qui connaissent, la menthe, le thym, etc. Elles sont reconnaissables donc, à leurs tiges carrées, à leurs fleurs ici bilabiées et à leurs feuilles opposées. Donc, c'est un genre qui est assez vaste, qui regroupe environ 900 espèces et toutes n'ont pas le même cycle de vie. Alors, on a des sauges annuelles, bisannuelles et aussi vivaces. Donc, aujourd'hui, on va surtout se concentrer sur les plantes vivaces. Donc déjà, la première question, c'est comment choisir notre sauge. Donc, je vais d'abord répondre à cette question en vous parlant de leurs différents attraits, ensuite de leur rusticité, après donc du choix de leur emplacement qu'on peut faire dans un jardin, et ensuite la façon dont on peut s'en occuper toute l'année. Alors, euh, premièrement, quand on choisit une plante, que ce soit une sauge ou n'importe quoi, on a toujours tendance à les choisir pour leur floraison. Donc chez les sauges, les gammes de couleurs sont assez flashy, assez flamboyantes. Les floraisons sont assez longues et ce sont des espèces assez mellifères, donc assez intéressantes. Ici, je vous ai mis un échantillonnage vraiment non exhaustif de la collection dont je m'occupe à Chèvreloup, avec donc des espèces botaniques qu'on retrouve donc à l'état sauvage et aussi avec quelques espèces horticoles, donc pour vraiment vous montrer les différentes nuances que l'on peut obtenir au sein d'une même gamme de couleurs. Alors vous pouvez voir avec moi, on obtient beaucoup plus de nuances dans les gammes de bleu et de violet que dans les gammes de rouge et de rose, par exemple. Alors dans ces cas-là, les horticulteurs auront tendance à jouer sur la morphologie en fait de la fleur ou des pétales, avec voilà des labels plus ou moins prononcés, des pétales plus ou moins texturés, et j'en passe donc pour les détails. Alors évidemment, on a des floraisons pastel qui sont aussi possibles chez les sauges. Chez les espèces botaniques, on aura surtout des tonalités de blanc, et chez les espèces horticoles, surtout dans les tonalités en fait, de jaune, voilà, de pêche, corail, on va dire, donc chez les espèces horticoles. On peut aussi avoir des tonalités bicolores. Donc, celles et ceux qui ont des sauges chez eux auront peut-être déjà remarqué le phénomène que je décris ici, qui s'appelle le phénomène de retour au type. En général, chez les espèces donc à floraison bicolore, on peut avoir voilà, cette décoloration, c'est-à-dire qu'en fait, l'hybridation n'a pas été stabilisée correctement. Alors, ce n'est pas du tout un phénomène qui est irréversible, en fait, c'est juste que la fleur donc, revient au type, elle conserve la tonalité dominante, et en général, c'est le blanc. Donc, ce qu'il s'agit de faire, tout simplement, c'est de tailler les rameaux qui sont concernés, avoir une taille tout simplement régulière sur sa sauge, et la bicoloration revient en général très facilement. Donc ça, c'était pour les floraisons.
Ce qu'il faut savoir aussi avec les sauges, c'est qu'elles sont aussi attractives grâce à leur feuillage. Donc la majorité des sauges ont un feuillage aromatique, alors qui peut être utilisé soit en cuisine, soit en médecine. On connaît tous la sauge officinale, la Salvia officinalis. Ici, donc pareil, je vous ai mis vraiment un échantillonnage, mais vraiment très très restreint de ce que je peux avoir à Chèvreloup, avec mention spéciale pour ma sauge préférée, la Salvia discolor, donc la sauge cassis, qui est comestible de par son feuillage et de par sa floraison. Une petite astuce pour celles et ceux que ça intéresse, on peut infuser 1 à 2 feuilles de sauge cassis, par exemple, dans du lait chaud, et voilà, le résultat est vraiment extra, j'ai déjà testé. Je ne tente pas de vous empoisonner, c'est du vécu, vous pouvez le tester vous-même. Les sauges sont également très attractives grâce à leurs tiges, qui sont plus ou moins ligneuses selon les espèces. Donc là, on trouve de tout. On peut avoir du bois qui est renflé, du bois qui est collant, bleuté, doré, strié, rouge, j'en passe vraiment. Donc dans ces cas-là, la meilleure utilisation que je vous conseille, c'est de les associer en massif dans votre jardin pour pouvoir apporter des touches de couleur et du contraste dans votre jardin. Alors, je viens de vous dire que les sauges ont des tiges plus ou moins ligneuses selon les espèces vivaces. Alors, c'est la première source de confusion dès qu'il s'agit de les cultiver, parce qu'en général, on a tendance à faire un amalgame entre la capacité de la sauge donc à se lignifier, à produire du bois, et sa rusticité, donc sa capacité à résister au froid. Alors, quand on travaille dans le milieu horticole, on se rend compte que beaucoup de sauges vivaces sont utilisées soit en tant qu'annuelles, soit en tant que bisannuelles. Et donc, c'est là que la confusion se crée. Ici, donc, je vous ai mis en avant-première les espèces qui ont été semées donc, à partir du mois de février à Chèvreloup. Donc, comme vous pouvez le constater, la majorité d'entre elles, sauf celle-ci, la Salvia horminum, donc la majorité est vivace. Elles ont été sélectionnées pour leur floraison estivale et seront arrachées donc, au mois d'octobre en automne. Ces espèces-là sont herbacées et supportent difficilement les températures négatives, à l'exception de la sauge donc des bois, la Salvia nemorosa, qui, elle, résiste à -15 degrés, et on y reviendra tout à l'heure. Donc ça, ce sont des sauges vivaces sélectionnées pour être cultivées en annuel, et de la même façon, les sauges vivaces sélectionnées pour être cultivées en tant que bisannuelles, en général, sont arbustives et résistent à des températures très négatives, puisque l'intérêt de leur floraison est qu'elles fleurissent soit en automne et parfois plus tardivement au printemps. Donc c'est vraiment là qu'il y a une grosse confusion, parce qu'on a tendance à se dire puisqu'on sélectionne des vivaces en tant que bisannuelles, donc arbustives, c'est que forcément toutes les arbustives sont rustiques. Donc c'est vrai pour certaines, comme par exemple la Salvia microphylla qui résiste à -15 degrés, mais on peut tout de suite donner des contre-exemples avec par exemple celle-ci, la Salvia elegans, donc la sauge ananas pour celles et ceux qui connaissent, qui est également très parfumée, qui, elle, n'est finalement, somme toute, pas très rustique, alors que certaines sauges herbacées, quant à elles, sont très rustiques, comme je venais de vous l'expliquer, donc la Salvia nemorosa, qui, elle, résiste à -15 degrés. Donc, c'était vraiment ça que je voulais vous expliquer. La rusticité et la capacité de la sauge à produire du bois n'ont rien à voir en commun. D'autant plus que parfois, il peut aussi y avoir d'autres confusions. Certaines sauges sont dites dormantes, donc c'est une appellation assez poétique pour dire que leur appareil végétatif, en fait, l'hiver, va entrer en dormance, et au printemps, elles vont repartir de leur réseau dormant de racines. Donc c'est le cas pour certaines sauges herbacées, comme ici la Salvia nemorosa, mais c'est aussi le cas pour certaines sauges arbustives, comme ici, donc, je vous ai mis 2 exemples, la Salvia digitaloides, qui est chinoise, et un hybride de la Salvia cacalifolia, qui, elle, est mexicaine. Donc là, sur ces 2 photos, on penserait tout de suite avoir fait une erreur de culture. Le bois, comme vous le voyez, noircit et va sécher rameau après rameau, et ici, le feuillage va se décolorer jusqu'à finalement tomber. Donc, pas de panique, vous avez tout simplement une sauge dormante sous les yeux, et donc il suffit d'attendre le printemps. D'ailleurs, ici, on peut voir directement qu'elle repart de la souche, et donc après, voilà, la sauge repart de plus belle quand les températures redeviennent de plus en plus clémentes. Donc voilà, c'était vraiment une confusion sur laquelle je voulais revenir au sujet des sauges.
Alors, donc maintenant qu'on a vu la rusticité, quels sont les modes de culture les plus adaptés pour les sauges? Alors, ce qu'il y a de super pratique avec ce genre-là, c'est qu'elle s'accommode de tous les types de substrats possibles, autant même calcaire. Et d'ailleurs, donc du moment que le substrat, excusez-moi, est vraiment drainant et non gorgé d'eau. Les sauges ne supportent pas les excès d'eau et les sols trop lourds. Alors dans ces cas-là, vous allez me dire, est-ce que c'est possible de les cultiver en pot? Oui, c'est complètement possible. Moi, à Chèvreloup, je conserve toute la collection en pot pour des raisons pratiques, parce qu'on ne fait que les déplacer sans arrêt. Donc voilà, ce serait beaucoup trop contraignant en pleine terre. Mais si vous avez un jardin, pour profiter évidemment de leur plein potentiel, je vous conseille vraiment de les planter en pleine terre, surtout pour les espèces donc à grand développement ou les espèces à port érigé. Donc en général, ce sont des espèces mexicaines ou sud-américaines. Donc dans ces cas-là, une plantation en pleine terre est largement plus recommandée, mais pour des espèces qui sont un peu plus compactes, on va dire, à port buissonnant ou à port prostré ou encore à port retombant, la culture en pot est tout à fait possible. Dans ces cas-là, un substrat universel est parfaitement adapté. Donc la culture de la sauge est extrêmement facile du moment que l'arrosage n'est pas excessif. Et donc vous pouvez les utiliser en pot ou en massif. Ou les placer dans votre jardin. Alors, on a tendance à penser que la sauge, on la met tout de suite dans un emplacement très lumineux. Oui, mais d'expérience, on peut remarquer que le soleil brûlant ne leur convient pas du tout. Alors, si vous ne savez pas vous y retrouver, je vous ai mis ici quelques astuces pour vous aider un peu. Il faut vous dire que tout ce qui peut agir face au soleil agit comme une crème solaire. Donc, si votre sauge a plutôt une rosette de feuilles prostrée au sol, si son feuillage est très fin, plutôt très petit, pardon, si son feuillage est argenté, si son feuillage est recouvert voilà, de poils mucilagineux comme ça, vous pouvez la mettre en plein soleil sans qu'elle ne soit trop dérangée. Maintenant, si votre sauge a un très grand développement, si ses feuilles sont très très larges, si son feuillage est vert et très tendre ou très fin, dans ces cas-là, il vaudra mieux la placer à la mi-ombre. Enfin, quand je dis à mi-ombre, évidemment, c'est hors soleil brûlant, bien sûr. L'emplacement lumineux est préférable, mais hors soleil brûlant. Donc ici, je vous ai mis quelques exemples pour vous donner un peu une idée. Donc une fois qu'on a choisi son emplacement, quand est-ce qu'on la plante ou qu'on la rempote? Donc vous pouvez évidemment planter votre sauge toute l'année en dehors des périodes de gel et des périodes de canicule, c'est préférable. Donc si vous la plantez au printemps ou à l'automne, il vaut mieux attendre que les températures nocturnes soient stabilisées au-dessus des 10 degrés, tout simplement pour éviter en fait les écarts de température trop élevés entre le jour et la nuit qui vont provoquer des rosées matinales et favoriser des maladies foliaires qui peuvent voilà, affaiblir le redémarrage de votre sauge. Donc c'est juste un petit conseil comme ça. Et maintenant, pour les planter, je vous donne une petite astuce pour accompagner en fait le premier arrosage qui s'appelle le plombage de racines. Il vaut mieux créer une cuvette que vous les Enfin, si vous plantez votre sauge en pot ou en pleine terre, et d'ailleurs cette astuce est valable pour n'importe quelle plante. Si vous la plantez en pot, je vous conseille de laisser grosso modo 1 centimètre entre le col du pot et votre substrat. Et si vous la plantez en pleine terre, il vaut mieux voilà, buter les parois autour du collet de votre plante, tout ça voilà, pour créer une cuvette qui va aider donc, le premier arrosage à plomber les racines. Le plombage de racines aide vraiment le nouveau substrat en fait, à tapisser entièrement les racines de votre plante, tout simplement. Alors, la dernière opération de l'année concerne la taille. Donc, je sais qu'en général, on a énormément de questions. Est-ce qu'il faut tailler, pas tailler la sauge? Oui, il faut la tailler. Pourquoi? Parce que, comme toutes les plantes de la famille des Lamiacées, la sauge a tendance à croître plutôt en hauteur. C'est le bourgeon apical, donc le bourgeon terminal, qui va se développer en premier, laissant toute la base en fait plus ou moins dégarnie. Et ce phénomène va s'accentuer au fil des ans. Donc, quand vous taillez votre sauge, ça permet de rajeunir votre plant et aussi de favoriser sa floraison. Donc j'insiste vraiment, il ne faut pas avoir peur de tailler sa sauge. Alors, quand est-ce qu'on effectue cette opération? Alors, c'est un peu délicat parce que toutes les sauges ne sont pas identiques et qu'en plus, la floraison de la sauge est assez étalée dans le temps. Donc, elle va du printemps en général jusqu'à l'automne. Donc, en général, on a toujours un peu tendance à avoir peur. Le meilleur conseil que je peux donner, c'est d'attendre le redémarrage donc de la végétation au printemps parce que la montée de sève va permettre à la plante de se ramifier et de cicatriser beaucoup plus vite. Alors,
selon la sauge que vous avez, elle ne se taillera pas forcément de la même façon. Ici, je vous ai mis 3 petits exemples pour vous aider à vous y retrouver un peu. Si vous avez une sauge qui est herbacée, donc qui ne crée pas de bois, son bois ses tiges ne se lignifient pas, et si elle est caduque, donc c'est-à-dire qu'elle perd son feuillage d'hiver. Vous attendez tout simplement, et arrivé le printemps, voilà, le redémarrage de la végétation, vous taillez ou vous retirez tout ce qui a séché l'hiver. Tout ça pour permettre à la plante de redémarrer, sachant que toutes ces feuilles et rameaux morts vont vont protéger le pied l'hiver du froid. Si maintenant vous avez une sauge herbacée, mais persistante, elle aura conservé son système végétatif l'hiver. Donc, toujours pareil, vous attendez le redémarrage de votre sauge au printemps, et arrivé le printemps, vous supprimez donc tout ce qui aura séché. Donc en général, ce sont les hampes florales de la saison précédente. Et maintenant, si vous avez une sauge arbustive, donc qui se lignifie, pareil, vous pouvez avoir affaire à à une sauge dormante, comme je vous ai expliqué. Donc, pour savoir ce qui est mort et ce qui n'est pas mort, vous attendez le redémarrage de votre sauge au printemps pour finalement rabattre votre touffe de moitié. Tout ça pour rajeunir la plante et favoriser sa floraison. Donc, certaines sauges ont une croissance assez rapide. Donc, ça concerne en général les espèces herbacées. Donc, vous pouvez les pincer au tout début de l'été pour leur permettre, encore une fois, de se ramifier beaucoup plus rapidement et de favoriser les floraisons. Dernière petite astuce, quand vous taillez, il vaut mieux tailler en biseau, comme ici, pour éviter en fait à l'eau de l'arrosage et de l'eau de pluie, tout simplement, des précipitations, pardon, de stagner ici et d'entraîner une pourriture des tissus. Ça, c'est une petite astuce de taille qui concerne aussi tous les végétaux. Donc, que faire de ces déchets de taille une fois que vous avez taillé votre sauge? Vous pouvez vous retrouver avec pas mal de hampes florales qui contiennent des graines, ou alors pas mal de tiges. Alors, si vous êtes un adepte du semis, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez tenter plusieurs expériences. Si vous avez beaucoup de sauges dans votre jardin, vous allez peut-être obtenir des espèces donc non fidèles, des hybrides, puisque une graine contient le patrimoine génétique de ses deux parents pour 50% chacun. Donc, le petit conseil que je peux vous donner, et là c'est pareil, ça concerne aussi toutes les plantes, quand vous plantez une graine, vous recouvrez de substrat jusqu'à 2 fois en fait sa taille. Donc c'est un peu technique dit comme ça. Plus simplement, plus une graine est petite, moins vous la recouvrez de terre, et inversement, plus une graine est grosse, plus vous la recouvrez de terre. Si vous êtes un adepte du bouturage, certaines espèces arbustives ont tendance à raciner directement sur le bois. Donc dans ces cas-là, tout simplement, clac, vous coupez, vous sevrez en fait votre bouture de son rameau mère, vous la plantez en pot, et voilà, vous avez votre bouture de fait. Maintenant, la technique privilégiée pour bouturer la sauge, qu'elle soit herbacée ou arbustive, ça reste le bouturage de tête. Donc je vous ai mis un rapide petit mode d'emploi ici. Sachant que le meilleur conseil que je peux vous donner, une fois que votre bouture est faite, c'est de la planter dans un contenant qui soit petit et étroit, tout ça pour permettre au substrat de sécher beaucoup plus rapidement. Parce qu'en général, si vous plantez votre bouture dans un trop gros pot, vous allez arroser évidemment, mais l'eau ne va pas être absorbée tout de suite par les tissus qui vont finir par pourrir. Donc ce n'est pas vraiment une super bonne méthode. Sachant que dans tous les cas, lorsque votre plantule aura émis de nouvelles feuilles, ça veut dire qu'elle aura bien raciné, et donc vous pourrez la rempoter. Voilà, et je voulais terminer cette présentation avec une question qu'on a de façon récurrente dans les visites. Que faire pour lutter contre les maladies les plus courantes des sauges? Alors, on peut remarquer en général chez les sauges que les sujets au feuillage très rêche sont plus souvent sujets aux attaques donc, de parasites, comme par exemple les acariens, qui sont des petites araignées rouges qui vont piquer et sucer le limbe de la feuille jusqu'à faire disparaître complètement sa chlorophylle, et donc le sujet va finir par dépérir, s'affaiblir. Et chez les sauges au feuillage plutôt dufteux, comme ici la Salvia sylvestris, ce sont donc les écarts, comme je vous disais, de température qui favorisent donc les rosées matinales et les champignons foliaires, les maladies cryptogamiques, qui vont plutôt se développer. Donc là, ici, un exemple avec l'oïdium. Alors, je fais partie de la nouvelle génération. Donc évidemment, les astuces que je vais vous donner vont être biologiques et non pas chimiques. Les meilleures astuces que je peux vous donner, c'est donc en début d'attaque, de retirer manuellement, donc soit en taillant, soit à la main, les feuillages et les rameaux qui sont atteints.
Vous pouvez aussi pulvériser des solutions à base de savon noir tout simplement ou de bicarbonate de soude, surtout sur les maladies foliaires, donc sur votre sujet. Sachant que, bon, moi, à Chèvreloup, j'utilise principalement la brosse à dents pour enlever donc, parasites et maladies, et ça marche vraiment très bien. Il n'y a rien de plus efficace. Et dernière petite astuce que je voulais partager avec vous, à Chèvreloup, j'ai de la chance d'avoir plusieurs sauges, on va dire, qui sont recouvertes de poils collants, qui agissent un peu comme du papier tue-mouche. Et donc, comme vous pouvez le constater, ça me permet de piéger quantité d'insectes parasites comme les pucerons, les mouches du terreau ou encore, donc en serre, nous, on a ce que l'on appelle la fourmi fantôme, qui est une toute petite fourmi translucide. Et donc, la meilleure astuce que je peux vous donner, c'est donc de placer, si vous la cultivez en pot, de placer la sauge correspondante au milieu d'une population qui est attaquée. Et donc, les 3 méthodes combinées permettent d'avoir de très, très bons résultats. Alors, c'est une défense naturelle de la sauge qui vise à protéger ses floraisons, tout simplement, contre les attaques de parasites. Donc, pour celles et ceux qui seraient inquiets au sujet des pollinisateurs, par exemple, les abeilles ou les papillons déjà sont beaucoup trop gros pour se laisser engluer dans ce genre de piège, sachant qu'en plus, ce ne sont pas les fleurs qui sont collantes, c'est vraiment les pétioles de la fleur. Donc les insectes pollinisateurs vont directement aller sur les fleurs et non pas sur les tiges. Donc pas de panique au sujet des pollinisateurs. Voilà. Et je terminerai cette présentation en partageant une petite anecdote. Oui, une petite info avec vous. Au Jardin des Plantes de Paris a lieu actuellement une exposition qui s'appelle Odyssée sensorielle, donc à la Grande Galerie de l'Évolution que vous voyez ici en arrière-plan. Elle vise à immerger en fait vraiment le visiteur dans un parcours sensoriel, comme son nom l'indique, fait appel à tous ses sens. Et donc ce parcours aura un pendant juste devant au niveau des parterres donc, du Jardin des Plantes. Et donc, mes collègues y planteront donc, des variétés que le visiteur pourra toucher, sentir. Et cette exposition donc, comptera de nombreuses sauges de la collection de Chèvreloup. Donc, si ça vous intéresse et que vous êtes en région parisienne, je vous invite à partir du mois de mai et jusqu'en octobre prochain à aller voir donc, ces 2 belles expositions au jardin. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci, Madame, pour votre exposé. Alors, il y a un certain nombre de questions. Alors, il y en a qui sont posées aussi sur la rubrique discussion. On va essayer de tout rassembler, mais il n'y en a pas énormément. Alors, d'abord, une première question, un peu désespérée. Que peut-on planter dans un terrain argileux très humide l'hiver, même parfois détrempé, et l'été très asséché avec le vent en Loire-Atlantique? Alors, moi, la question me va droit au cœur parce que je suis aussi dans le même cas, bien que n'étant pas en Loire-Atlantique, mais en Gironde, avec des horizons argileux imperméables, très humides l'hiver, l'eau à 10 cm comme en ce moment, et puis l'été, c'est séchard. Alors, est-ce que vous avez une réponse à ça? Moi, j'ai une idée personnelle, mais allez-y sur votre exposé. Alors, pour les sols argileux, c'est un peu plus problématique. La plantation en pot sera à privilégier, je pense. Maintenant, pour les sols plutôt secs, ça va. Peut-être accentuer les arrosages. Ça dépend des espèces de sauge, mais toutes. Il y en a qui sont assez gourmandes en eau, surtout l'été, évidemment. Mais bon, je vais dire toutes les plantes sont gourmandes en eau l'été, donc de toute façon, voilà. Mais dans un sol sec encore, ça me choque pas trop. Mais dans un sol un peu plus argileux, ça paraît un peu plus problématique. Il vaudrait mieux la planter en pot dans ces cas. Voilà, alors pour continuer à répondre à ce monsieur, personnellement, moi je lui conseillerais déjà de trouver d'une façon ou d'une autre un moyen d'écouler les eaux de surface, c'est très important. Il faut faire des rigoles, il faut créer des écoulements et planter sur but. Donc c'est du chantier, les plantations, c'est du travail. Il faut des bonnes pelles-bêches, il faut écouler l'eau et faire des sortes d'îlots, auquel cas on peut planter des choses qui craignent l'humidité à condition qu'elles ne soient pas les racines profondément dans l'eau. Et il y a d'autres espèces qui vont supporter ce genre de terrain, peut-être même sans irrigation. Je pense aux émérocales qui ont une capacité de résistance. Moi, j'en ai dans des sols comme ça depuis 30 ans et qui ont fait des touffes non envahissantes mais grosses et très florifères. Mais c'est des sols très ingrats et c'est difficile. Oui, ça c'est sûr. Alors, une question plus spécifique sur les sauges. Salvia garanatica est-elle vivace? Oui, tout à fait. Tout à fait. Très bien. Alors, des félicitations sur l'exposé, mais qui demande si on connaît des lieux spécialisés dans la vente des sauges. Où peut-on s'en procurer?
Alors oui, on a pas mal de partenaires, donc je ne vais pas tous les citer là ici, mais oui, effectivement, il y a des pépinières qui sont spécialisées dans la vente des sauges et en Île-de-France, il y en a, enfin, en tout cas en Île-de-France, là où je suis, il y en a pas mal. Oui. Très bien. Alors, à l'opposé de l'humidité, mais il y a quelqu'un qui nous demande, sur un balcon brûlant, est-ce possible? Alors oui, oui, c'est complètement possible, mais alors dans ces cas-là, il faudra penser à une source d'ombrage, peut-être. Ombré. Voilà. Ombré. Voilà. Un tendido d'eau au-dessus, un petit peu aux heures chaudes. Oui, voilà. Voilà. La sauge cassie est-elle arbustive et vivace? Alors, elle est pas arbustive, elle est ligneuse et... Enfin, non, elle n'est pas ligneuse, excusez-moi, pardon. Elle est herbacée et plutôt rigide, mais elle n'est pas arbustive à proprement parler. Mais par contre, ses tiges sont très rigides. Et la deuxième question, pardon? Est-elle vivace? Et elle est, oui, elle est complètement vivace, oui, oui. Complètement vivace. Mais par contre, elle ne supporte pas, c'est l'une des sauges qui supporte le moins l'excès d'eau. Vraiment. Alors, discussion, dans le panneau de discussion, on nous demandait, il y avait des questions que je retrouve. Où elle a disparu. Voilà. Alors, sur le bouturage de tête, il y aurait deux écoles. Réduire de moitié les feuilles, mais risque de maladie. Ne pas couper les feuilles que l'on garde. Qu'en est-il? Alors là, ça dépend vraiment des jardiniers. Moi, j'ai tendance à réduire de moitié les feuilles, non pas enfin, pour favoriser les maladies, bien sûr, mais parce que ça évite à la sauge, surtout les sauges à grandes feuilles, ça leur évite le phénomène d'évapotranspiration. Et dans ces cas-là, enfin, c'est assez recommandé. Maintenant, pour les sauges à toutes petites feuilles, je pense par exemple à la salvia microphylla ou la salvia gregi, enfin, vous n'êtes pas du tout obligé de diviser vos feuilles en deux. Non, non, vous pouvez les garder entières, bien sûr. Bien. Alors, il y avait aussi une question sur voilà. Est-ce qu'elles sont toutes comestibles, les sauges? Non, elles sont pas toutes comestibles. Non, non. Il faut bien se renseigner avant. Elles sont plus ou moins toutes parfumées, enfin au niveau du feuillage, mais elles sont pas toutes comestibles. Non, non. D'accord. Donc, prudence. C'est Oui. pas dangereux, malgré tout. Non, c'est pas dangereux, mais bon, c'est pas forcément très aromatique ni très goûtu. Très goûtu, voilà. Alors, je crois avoir passé toutes les questions avec beaucoup de remerciements, de toute façon, en plus.